Salutationnisation et bienvenue à Analyse du mal, l'émission où nous parlerons des motivations et philosophies de nos méchants de fiction préférés. Je suis votre hôte Ali Sabatin et aujourd'hui préparez-vous à parler d'histoire mais surtout de nuances parce que notre sujet d'aujourd'hui n'est nul autre que Eren Yeager, le protagoniste de l'anime Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, l'attaque des titans, appelez-le comme vous voulez, il est indéniable que c'est un des meilleurs animés japonais à jamais avoir touché les côtes occidentales. Le cas particulier étant celui d'Eren, parce que quand on parle d'un méchant, on pense principalement à un antagoniste, comme par exemple Thanos ou Voldemort, qui ont tous deux respectivement eu leurs épisodes il y a quelques semaines. Mais Eren, il est au sein de sa propre histoire, ce qui le rend spécial parce qu'au fil du temps, le spectateur se voit développer une certaine empathie pour un personnage qui est objectivement un monstre, pour la simple et bonne raison que c'est pour ça que le manga est écrit. Monstre est un terme un petit peu fort pour décrire ce personnage, mais le fait étant qu'il a un développement très particulier et surtout très complexe. Entre transformation en titan, histoire tragique, politique de l'île du paradis et déterminisme social, aujourd'hui, je vous expose pourquoi et comment c'est le setting de l'histoire qui a transformé le jeune Eren Yeager en ce monstre sanguinaire. Mais avant ça, pour éviter les spoilers, soyez sûr d'être à jour sur la 3e et 4e partie de l'anime Attack on Titan, ce qui correspond à peu près au 33e tome de la série de manga. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour faire grandir la chaîne jusqu'à une taille titanesque et soyez sûr de me dire en commentaire de quel méchant vous aimeriez que l'on parle. Le tout en partageant la vidéo et en laissant un like, c'est ce que YouTube regarde le plus pour recommander mes vidéos à l'algorithme. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. La vie de Eren. Eren est né dans le district de Shigashin au sud du mur Maria des parents Carla et Grishka Yeager. Pas un enfant très populaire, en grandissant, ses seuls amis furent Armin Arlert et Mikasa Eckerman, jeune fille qu'il a pu sauver de trafiquants humains. Faisant semblant d'être un enfant perdu, Eren a réussi à faire baisser leur garde aux bandits et à en tuer un du haut de ses 9 ans sans hésiter. Il fera subir le même sort au deuxième bandit, le poignardant à l'épaule avec une lance artisanale pour le finir au couteau. Encore une fois, je me permets de rappeler, ce petit psychopathe a 9 ans. Ce qui est une partie très importante du personnage, même si dans les premières saisons de Shingeki no Kyojin, il est très empathique et qu'on l'apprécie, on peut observer que cette petite parcelle de ténèbres a toujours été en lui. C'est après cet événement que Mikasa sera invitée à vivre chez les Yeager, la traitant comme une sœur et comme une fille. Peu de temps après, le père de Eren va l'entraîner dans la forêt pour lui confier la clé de son sous-sol où pèse un lourd secret. Il se trouve que le père de Eren est l'hôte d'un titan primordial, ce qui implique qu'il a la capacité de changer de forme, de devenir lui-même un titan, de posséder les pouvoirs des autres titans primordiaux, mais qu'en contrepartie, son espérance de vie est réduite à 13 ans. Arrivé à sa 13e année, Grishka transformera son fils en titan, se laissant dévorer, lui passant au passage son pouvoir ainsi que sa malédiction. Juste après, un titan primordial de 60 mètres de haut, nommé le titan colossal, et le titan en armure, vont attaquer le mur et faire des centaines de victimes. C'est ici que Eren développera une haine sans nom pour les titans et jurera de tous les exterminer. Il gardera une rancune toute particulière envers le titan colossal et le titan cuira ces deux monstres de combat au corps à corps. Pour accomplir son destin, Eren intégrera le bataillon d'exploration où il pourra tuer des titans, où il se fera de nouveaux amis, mais aussi et surtout de nouveaux ennemis. Au fil du temps, il apprendra qu'il existe 9 hôtes pour les 9 titans primordiaux et qu'il est l'un d'eux. Il est devenu la chose qu'il avait juré de détruire. Mais il apprendra également qu'il ne vit que sur une île coupée du monde avec le reste des héritiers d'une révolution/guerre civile. C'est là que Eren comprendra qu'à défaut d'être de vraies forces de la nature destructrice, les titans ne sont que les outils qui ont permis à la société d'exiler son peuple sur l'île du paradis, de les traiter en parias et de les couper du reste du monde. Eren, maintenant habité par ses souvenirs affreux, déclenchera le piétinement en réveillant des centaines de titans colossaux avec comme objectif d'éradiquer toute vie humaine au-delà des murs pour, oui, protéger son pays, mais aussi par vengeance contre ceux qui lui ont pris sa famille. L'histoire de Eren est très particulière parce que même s'il est objectivement un méchant, il reste le protagoniste de son histoire. Et que c'est cette histoire qui a fini par le forger en ce qu'il est devenu. Philosophies et motivations. La survie et la peur, ce sont les thèmes centraux de l'attaque des titans. Si des personnages comme Erwin, Levi ou même Eren réussissent à motiver les troupes dans l'adversité, plus souvent qu'autrement, la notion de sacrifice est très abstraite, voire absente, et on peut empâtir, voir et observer la peur que les personnages vivent. Ici, on deal avec des émotions qui sont très humaines, et surtout avec tout ce qu'elles amènent, le bon comme le mauvais. Et cette survie, c'est l'objectif principal de tous les personnages du manga.
Tous, sauf Eren. Eren, ce n'est pas un personnage qui veut simplement survivre, il veut vivre d'une certaine façon. Là où les autres sont en quête de sécurité, Eren est en quête de liberté. Liberté bloquée en un premier temps symboliquement par les murs, mais aussi littéralement par les titans qui se trouvent de l'autre côté et qui l'empêchent de vivre une vie libre et sécuritaire. La priorité de Eren pour une bonne partie du manga, c'est d'éliminer tous les titans simplement pour pouvoir venger la mort de sa mère. Cette colère qui de prime abord est dirigée envers les titans serait éventuellement dirigée vers le reste de l'humanité, qui traite le peuple de Eren comme des parias. C'est là où Eren brille en contraste par rapport au reste des personnages de la série, la vengeance est son but principal. Et la vengeance, si vous vous rappelez de notre épisode sur les alignements de Donjons et Dragons, c'est par définition chaotique mauvais. On pourrait même dire que les autres personnages comme Levi, Armin, Erwin ou Mikasa, ils ont un point de vue réaliste par rapport à leur situation. Pour eux, s'emmurer, survivre et se battre seulement quand c'est nécessaire reste la meilleure façon de faire pour vivre une vie relativement paisible. De leur point de vue, c'est loin d'être une façon optimale de vivre, mais c'est la vie qui leur est tombée dessus et autant faire le mieux avec ce qu'on a. Armin le dit lui-même, la volonté n'est pas suffisante pendant une bataille. Ce point de vue réaliste dépeint bien le monde de Shingeki no Kyojin, mais aussi le nôtre. Une philosophie comme quoi le monde est un endroit cruel dans lequel il faut survivre en se battant. Pour Mikasa, quand elle est jeune, c'est l'image d'une menthe religieuse dévorant un papillon et de son père ramenant un canard mort qui lui envoie les pulsions nécessaires pour se battre et finir avec le dernier bandit qui allait étrangler Eren. Le message est clair et c'est un message auquel Shingeki no Kyojin va revenir en boucle. Le monde est un endroit dangereux et cruel, et seuls les forts peuvent y survivre. Mais aussi, c'est un monde plein de nuances, là où une action aussi mauvaise que tuer peut être justifiée si c'est une question de survie. Un monde où absolument personne ne peut être à 100% heureux, encore moins si il ou elle ne posera aucune action discutable. Comme un chasseur qui prend la vie de sa proie pour nourrir sa famille. Même le premier opening, il va nous cracher ce message à la gueule au début de chaque épisode. Je suis sur Casse.1, vous connaissez presque tous par cœur les paroles en allemand au début du premier opening. Sed ihr das Essen nein wir sind der Jäger. Alors de un, j'espère sincèrement n'avoir offensé personne parce que mon parler allemand est horrible, mais de deux, ce que ça veut dire en français, c'est « Sommes-nous les proies? Non, nous sommes les chasseurs ». En voyant le message clair que les personnages de cette œuvre seront toujours prêts à se battre pour leur vie. En philosophie, c'est ce qu'on appelle le réalisme, le concept qui explique que le monde et la réalité existent de façon indépendante. Selon cette doctrine, le monde existe bien et totalement indépendant de toute nuance ou philosophie qui l'habite. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le monde existe d'une certaine façon et que peu importe vos désirs, vos valeurs ou vos ambitions, il ne changera jamais. Et je sais qu'aujourd'hui, étant à une époque où est-ce qu'on peut faire valoir n'importe quelle opinion de n'importe quelle sphère sociale sur n'importe quel réseau social et engendrer un certain engouement, je tiens à rappeler que c'est simplement une observation extérieure et que ce que je dis dans cette vidéo ne reflète en aucun cas mes pensées politiques ou sociales. Je tenais à le mentionner parce que les dernières phrases, je le sais qu'elles peuvent me faire canceller sur Twitter. Donc en gros, ce que tout ça veut dire, c'est que le monde est une chose et que l'idée qu'on se fait du monde en est une autre totalement différente. Mais le point ultime de cette façon de voir les choses, c'est que le monde ne changera pas et que c'est à nous de nous y adapter et non l'inverse. Que bien sûr, on peut essayer de changer les choses à grande échelle seul, mais essayez et dites-moi ce que ça donne en fait. Ça représente parfaitement les personnages de la série, notamment le bataillon d'exploration, qui ne font que de leur mieux pour survivre et prendre l'avantage dans un monde cruel. Pensée totalement opposée à celle de Eren qui embrasse un point de vue qu'on appelle idéaliste. À savoir pour Eren en particulier, le fait de se battre n'est pas une question de survie, mais une question de changer les choses, de modeler le monde et l'existence comme il le souhaite. Mais la philosophie de Eren, surtout à la saison 4, ça reste ce qu'on appelle le déterminisme. Cette doctrine philosophique dit que tous les événements, en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par une chaîne d'événements antérieurs. Pour Eren, toutes les actions qu'il pose, peu importe qu'elles soient pour ou contre l'humanité à grande ou petite échelle, on s'en fout des motivations et des résultats. L'important, c'est que c'est arrivé et que ça allait toujours arriver. Pourquoi? Parce que ce qui l'a amené à ce point, c'est une chaîne d'événements totalement hors de son contrôle. Boom. Butterfly effect. Par exemple, plus tôt on parlait des 9 titans primordiaux. Eh bien, chacun de ces 9 titans ont un nom et des pouvoirs spécifiques. Et celui d'Eren, c'est le titan d'attaque qui donne son nom au manga. Son pouvoir est assez complexe, mais les grandes lignes, c'est qu'il est capable de recevoir les souvenirs des précédents utilisateurs du titan d'attaque, mais aussi de ceux qui peuvent éventuellement en hériter dans le futur. Ce que ça implique, c'est que tous les utilisateurs du titan d'attaque avant Eren savaient ce qui allait se passer, et donc que Eren savait quel était son destin, à savoir de déclencher le piétinement. Et on voit
voit dans la saison 4 que Eren, oui, il est profondément désolé et attristé par les horreurs qu'il est sur le point de commettre. Mais comme il l'a vu via son pouvoir de titan primordial, il sait qu'il ne pourra jamais changer les choses. On parlait tout à l'heure de résistance, de se battre pour survivre. Et bien, paradoxalement, déclencher le piétinement et essayer d'anéantir toute autre vie sur Terre, pour Eren, c'est un signe de faiblesse. À ce moment, Eren a été vaincu par les titans. Il accepte son destin et se fait à l'idée comme quoi toutes ses actions sont déterminées d'avance. Et pour Eren, ça implique de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire et d'en finir avec le reste de l'humanité. Pourquoi? À cause d'une chose bien simple. La monstruosité de Eren. Savez-vous d'où vient l'inspiration derrière le concept des titans? Un jour, Hajime Isayama, l'auteur du manga, était dans un café internet et une personne totalement saoule a fait son entrée. Cette personne était tellement déchirée qu'on ne la comprenait même plus quand elle parlait. Hashtag Barney Stinson quand il devient Jabba le Hutt. Isayama s'est alors fait la réflexion que ce qui fait peur chez cette personne, c'est à quel point elle lui ressemble, mais avec un élément qui vient la rendre effrayante, quelque chose de perturbant qui lui fait dire « cette personne a l'air d'être comme moi, mais elle n'est pas comme moi ». Ici, le fait qu'elle soit saoule au point d'en devenir incompréhensible. On retrouve la même logique chez les titans, ils ont l'air humains mais avec des expressions faciales, des mouvements et des plans de mise en scène qui rendent évident qu'ils ne le sont pas. Ça suffit à qualifier les titans de monstrueux, mais ça joue énormément sur la psychologie de Eren. Si on y réfléchit, Eren Yeager, la première fois qu'il libère son titan, il croyait être mort et il ne l'a fait que par pur hasard parce qu'il a survécu au fait d'être avalé tout rond. Cette action est motivée principalement par la survie mais aussi par la colère. On peut dire que Eren libère littéralement le monstre qui était enfoui en lui. Ce qui justifie son ascension d'un simple petit soldat à un leader sanguinaire et, on peut le dire, monstrueux. Mais aussi, ça fait réfléchir sur qui est le vrai méchant de l'histoire et surtout sur Eren lui-même. Parce que si les titans sont en effet monstrueux, ça ne fait pas d'eux des méchants pour autant. Les titans vont manger les humains, mais pas par colère, simplement par réflexe. Dans cet univers, à défaut d'être de vrais antagonistes, ils sont plus des forces inarrêtables de la nature, des catastrophes naturelles sur pattes menaçant la survie de l'humanité. Et sachez-le, à la base, Attack on Titan, c'était juste un one-shot qui devait pas avoir de suite. Et dans ce one-shot, les titans étaient des espèces de démons protecteurs de la nature, plutôt que les humains transformés que l'on retrouve aujourd'hui. Et hors de l'anime en tant que tel, les titans sont inspirés de faits bel et bien réels et horribles. L'œuvre en tant que telle est une grande allégorie de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de certains événements dont je ne peux pas parler sur YouTube sans me censurer, mais qui, sachez-le, impliquent un méchant monsieur à moustache. Plus précisément, il représente les horreurs de la guerre, de comment un être humain peut se sentir petit et insignifiant dans cette situation. Avec des instances comme le titan colossal qui peut être interprété comme une allégorie de la bombe nucléaire et des atrocités qu'elle peut engendrer. C'est donc la vue que tu avais, Bertolt, déclara Armin, traumatisé par le potentiel de destruction de son propre pouvoir de titan. Tout ça pour dire qu'en bout de ligne, les titans ne sont ni le bien ni le mal. Ils sont simplement des forces de la nature, voire des outils que l'on peut utiliser selon nos envies, dépourvus de tout sens moral. Le rapport avec Eren étant que lui, il a le pouvoir des titans, mais aussi il a la nuance humaine et la capacité de comprendre la moralité d'une action. Et ce sens moral, Eren ne l'utilisera jamais à bon escient. Le bien contre le mal. Nous y voici, le gentil contre le méchant, le principe même de la fiction. La plupart des Disney nous ont appris que le gentil gagne toujours et que tout est toujours bien qui finit bien. Mais chez Eren, on a de la nuance. De son point de vue, l'île du paradis est l'endroit à protéger et annihiler le reste de l'humanité n'est qu'un mal nécessaire pour y arriver. Le bien contre le mal dans l'attaque des titans, c'est une simple question de point de vue et d'idéologie. Comme dans beaucoup de situations du monde réel, j'ai envie de dire. Par exemple, le personnage de Pixis est inspiré de Yoshifuro Akiyama, un général vu comme un criminel de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Erwin, quant à lui, un de mes personnages préférés, charismatique et leader de l'humanité contre les titans, son inspiration, c'est Erwin Rommel, qui vous l'aurez deviné, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un général allemand. Plein de décisions créatives qui ont mené certains fans à envoyer des menaces de mort à Isayama. Mais je trouve que ça représente très bien le manga en tant que tel et la guerre en général. En guerre, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a des gagnants et des perdants. Donc, du point de vue de Eren et de sa moralité, ce ne sont pas les actions posées et leur taux de moralité qui est important, mais le résultat final auquel elles peuvent mener. Si vous avez un écho du passé en ce moment, c'est principalement parce que j'ai dit à peu près la même chose dans la vidéo sur Thanos. Allez la voir, vous attendez quoi?
La guerre que Eren mène, c'est une guerre contre tout, une guerre qu'on peut relier au philosophe Thomas Hobbes. Hobbes déclare dans son ouvrage de 1651 Léviathan que les gens sont foncièrement égoïstes et mauvais et que les infrastructures comme la police et les gouvernements sont les seules choses qui empêchent l'humanité de s'entretuer. Sur papier. La seule chose qui empêche l'humanité de s'entretuer, sur papier. Merci. Mais si le thème principal du manga, c'est la cruauté du monde et la survie de l'humanité et que les titans sont ceux qui s'opposent à cette survie, les personnages représentent l'humanité en tant que telle. Une petite société reconstruite avec des infrastructures qui leur permettent de suivre des règles pour s'empêcher de s'entretuer. Quand on prend cette information en contexte et qu'on la relie à la philosophie de Hobbes, on se rend compte que c'est exactement ce qui arrive avec Eren. À la seconde où Eren Yeager devient trop puissant pour qu'une quelconque institution comme le gouvernement, la police ou l'armée puisse l'arrêter, il se lance dans une croisade meurtrière poussée par le déterminisme et la violence de l'histoire humaine, prêt à exterminer des milliards d'individus qu'il ne connaît même pas tout autour de la planète. On parle pas juste des gens qui ont isolé son peuple, on parle de leurs descendants, on parle de personnes qui ne connaissent même pas l'existence de l'île du paradis. Utilisant le pouvoir des titans qu'il maudissait pour arriver à ses fins, Eren étant devenu un monstre sanguinaire. Et c'est là tout le principe du personnage, la descente aux enfers. Si je disais plutôt que le thème principal du récit, c'est la survie, le thème principal du personnage de Eren, c'est une descente vers les ténèbres. Voir une allégorie spirituelle, mythologique et religieuse, parce que oui, tout ça, ce sont des thèmes qu'on retrouve très souvent dans l'anime et le manga. On parlait tout à l'heure des openings, donc si on traduit certains passages, on a des phrases du genre « Peu importe combien tu prieras, ça ne changera rien. » À l'aube, il amène dans le ciel violet l'arc et les flèches de l'enfer. Je voulais croire qu'il ne pouvait exister d'enfer plus terrible que celui-ci. Que devons-nous jeter pour surpasser le diable? Que devrions-nous apprendre afin de vaincre le diable? Plein de citations des différents openings de la série qui font référence à Dieu, au diable et à l'enfer. Dans l'univers, on a des prêtres qui vouent un culte aux murs, ces larges infrastructures les protégeant des démons de l'autre côté. Territoire qui, je le rappelle, est appelé l'île du paradis. On voit une certaine évocation du concept d'enfer et de ciel. Moi, je le vois personnellement comme le jardin d'Éden. Vous faites ce que vous voulez. On a cette scène de l'animé où Eren soutient un rocher qui permettra de bloquer le trou dans le mur et de reprendre le territoire. C'est Eren qui soutient l'humanité, comme le titan Atlas porte le ciel à bout de bras. Du côté plus iconographique, le logo du bataillon d'exploration est littéralement des ailes d'ange et Isayama, dans des spéciaux, il dessine les personnages du manga sous forme titanesque. Et le titan de Historia, croyez-le ou non, c'est un titan avec des ailes. Le message étant clair, Historia a toujours été une figure angélique, comme une espèce d'espoir brillant dans le ciel. Alors si les allégories bibliques et mythologiques sont nombreuses dans cette saga, Eren lui-même, on peut le relier au personnage très connu de Lucifer Morningstar, le diable lui-même. Juste comme Lucifer, Eren a un frère doté d'une puissance similaire à la sienne, il aimera trop l'humanité et finira par déclencher une rébellion pour devenir une figure démoniaque. Il a été maltraité par son père qui avait de grandes inspirations pour lui et qui lui a confié des pouvoirs et des responsabilités dont il ne voulait pas forcément. Et c'est pas juste moi qui le dis, il suffit de googler Eren Lucifer pour avoir plein de fanart et de discussions sur le sujet. La descente aux enfers de Eren, c'est quelque chose de subtil mais bien écrit dans le sens que dès les premiers épisodes ou les premiers chapitres du manga, on voit très bien où est-ce que ça peut s'en aller. C'est avec un certain cynisme que Eren aborde le monde autour de lui. Il est né dans la souffrance, la peur et le danger et il est connu pour une phrase qui le caractérise bien. « Je ne veux pas mourir parce que je suis né dans ce monde. » Ce qui est tragique chez Eren, c'est son pouvoir de titan. Il savait que son destin était inévitable, il savait comment la fin de l'histoire allait se dérouler, il savait que dans son avenir ne se trouvaient que les ténèbres et le vide offert après une lente descente vers les enfers. Au final, je pense que Eren est un cas très particulier de personnage principal. À défaut d'être un personnage auquel on peut s'identifier, c'est un personnage qui nous fait réfléchir. Réfléchir sur nos actions, nos croyances et surtout réfléchir sur comment le bien, le mal, la vérité et le mensonge, ce ne sont que des concepts subjectifs. Ce qui fait de Eren un excellent méchant de fiction, mais aussi et surtout un excellent protagoniste à suivre. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour qu'on parle plus d'antagonistes. Dites-moi en commentaire quel méchant de fiction vous aimeriez qu'on aborde dans un futur épisode. Soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Laissez-nous un bon pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.